La négociation naît du conflit. Avant toute chose, c'est que s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de négociation. Voici tout l'art de Marwan Merry, négociateur professionnel. Se réconcilier avec le conflit, y compris quand tout paraît perdu d'avance. Et il en est la preuve vivante depuis qu'il est tout petit. Ce jour-là, il y a eu 437 personnes exécutées, il y a eu 3 survivants. Mon père, ma mère et moi. Trouver le moyen de désamorcer une situation en entreprise, éviter l'escalade sur le terrain et surtout ne jamais perdre le lien humain. Telle est sa mission de vie. Le fait de me sentir utile pour les autres, on va dire, comble peut-être ce qui m'a manqué. Alors venez découvrir Marwan Merry dans Entre vous et moi, il est notre nouvel invité. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de découvrir toutes nos émissions en podcast sur vos plateformes préférées. Bonjour à tous, bienvenue sur Entre vous et moi. Avant de découvrir notre nouvel invité qui patiente, pensez à vous abonner à notre chaîne sur YouTube, laissez un petit commentaire, un like, on vous répondra. Et puis pensez également à vous abonner à notre nouveau podcast Entre vous et moi que vous trouverez sur vos plateformes dédiées. Et ainsi vous pourrez retrouver toutes nos émissions en audio. Ce sera plus facile quand vous conduisez dans le train et même en vacances, ça arrive bientôt. Donc on vous dit à très vite en audio. Et pour le moment, c'est en vidéo avec notre nouvel invité. Bonjour Marwan Merry. Bonjour. Marwan Merry, négociateur professionnel. Et avant de parler de la négociation, je veux juste revenir sur ce qui s'est passé là en coulisses, à l'instant. Le positionnement que vous venez de choisir entre, comme ça, donc avancé comme vous l'êtes là, naturellement, et puis celui où vous êtes mis profondément assis dans le fauteuil en fermant les bras. Et c'est différent, ça signifie autre chose en tous les cas par rapport au public. Rapidement. Oui, pour moi, effectivement, avoir une posture un peu en arrière peut projeter un peu de condescendance, c'est pas ce que je souhaite. Moi, de toute façon, en négociation, j'ai une posture assez assertive, donc je suis assez en avant, le torse en avant, alors qui est peut-être un peu masculine, mais c'est pas forcément ce que je cherche à exprimer. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise quand je suis en avant que quand je suis en arrière. Voilà. L'homme, il se mettrait où? L'homme, comme ça, il se mettrait comme ça. À la maison? Ouais. À la maison, ben, écoutez, je fais souvent le ménage. Et ça vous arrive de... Ouais, et de poser... Oui, effectivement. Oui, ça m'arrive. Mais oui, je dépose les armes à la maison. Et là, vous avez... Oui, exactement. Je pense que je vais alterner, ça va bien. Je vous embête, hein. Non, c'est moi qui fais l'examen, là. Marwan Merry, négocier l'impossible. On va revenir sur ce titre, négocier l'impossible. Ouais. Ça veut dire que rien n'est impossible? Non, ce serait quand même assez présomptueux. Alors c'est vrai que le titre il est un peu accrocheur, c'est finalement comment faire la différence quand il ne reste plus beaucoup d'espoir. Donc comment on est en mesure de transcender notre condition pour trouver une solution acceptable pour tout le monde. Ça veut dire qu'on a toujours au fond de soi, quand on a l'impression d'arriver à un mur, on peut toujours se dire qu'il y a une autre solution. Exactement. Quand une porte est fermée, d'ouvrir l'autre porte. C'est que finalement, on est appelé dans des situations où les méthodes classiques ont pu échouer, on ne voit plus forcément comment faire, donc comment faire autrement par rapport à l'existant. Ben c'est intéressant parce qu'entre vous et moi, c'est aussi ça, c'est faire autrement. Et ça, c'est ce que vous allez chercher aussi, retrouver de l'humain en fait, dans quelqu'un, peut-être qu'il l'a perdu ou qu'il veut le cacher. Oui, tout à fait. On va faire autrement ensemble. D'accord, ça vous va avec grand plaisir. Négocier, en 3 mots Marwan, ce serait quoi? 3 mots. En 3 mots, c'est, je dirais, trouver un terrain d'entente. La négociation naît du conflit. Avant toute chose, c'est que s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de négociation. D'où la nécessité de se réconcilier avec le conflit. Et encore une fois, ce n'est pas négatif. Dans la vie, il y a du conflit, ce n'est pas négatif. Et je dirais fort heureusement, parce que si tout le monde était d'accord avec tout le monde, en fait, le monde serait un enfer. Puisque finalement, on changerait d'idée tous les millièmes de seconde, puisque chaque idée prévaudrait sur l'autre. L'important, c'est de trouver les réponses. Oui, exactement. Une réponse acceptable. Voilà, même quand il n'y a plus beaucoup d'espoir. Ouais. Ouais, exactement. Marwan, tu ou vous? Ah ben, comme vous le souhaitez. Ça veut dire avec que c'est tu, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Non, j'ai dit comme vous le souhaitez pour ne pas vous manquer de respect, mais tu avec grand plaisir. J'ai l'impression aussi qu'en négociation, ça veut dire quelque chose. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Quand on rentre un peu plus dans la confidence, quand il y a un lien de confiance qui a pu se créer, mais c'est vrai que les premières amorces, généralement, on utilise le vouvoiement pour ne pas blesser l'autre. Mais on va se dire tu alors. Avec grand plaisir. Ok, c'est parti. La négociation, elle est inscrite dans tes gènes.
puisque au Liban, dès ta naissance, tu as été confronté à la mort sans que tu ne le saches. La vie t'a donné, inspiré ce besoin de parler et de négocier. Tu nous en parles de ce fameux samedi noir? Ouais, le fameux samedi noir. J'étais juste un enfant, j'avais quelques mois, on habitait à Damour sur les hauteurs de Beyrouth. Et tout était entièrement embouteillé parce qu'il y avait des barrages qui avaient été érigés par la milice musulmane en représailles à des exactions que des phalanges chrétiennes avaient pu commettre. C'était la guerre, hein, voilà, c'est la guerre. C'était la guerre du Liban, le début de la guerre du Liban. Alors évidemment, je tiens à le préciser, c'est hyper important, c'est qu'en aucun cas ça n'a été une guerre de religion. Voilà. On se sert souvent de la religion pour fédérer les peuples, comme on le sait. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je mets vraiment tout ça de côté. Il n'y a rien de beau, tout est sale dans une guerre, quel que soit le côté qu'on peut adopter. Ouais. Et donc, nous, on est chrétiens, maronites. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez la milice qui va arriver, ils vont nous demander la carte d'identité. Ils vont voir que sur la carte d'identité, je te le fais assez rapidement, qu'on n'est pas musulman. Donc, parce qu'à l'époque, effectivement, les religions étaient inscrites. Exactement, sur les cartes d'identité, ce qui a changé maintenant. Ouais. Et donc, ce qui était simple, c'est que les hommes étaient exécutés, les enfants étaient séparés des parents. Donc, ma mère hurle, mon père, on le conduit derrière les dunes. Ma mère est séparée, elle me tient dans ses bras, mais on essaie également de me récupérer. Bon, bref, c'est une scène chaotique, ouais. Et puis, et mon père, en fait, est à genoux, avec un bandeau sur les yeux, les mains attachées dans le dos, et puis il entend une déflagration toutes les 10 secondes, et puis il entend que les corps tombent, en fait, comme des sacs de pommes de terre un peu trop lourds qu'on aurait jetés par terre. Et il sait que ça va arriver à son tour. Peloton d'exécution. Voilà, exactement, c'est un peloton d'exécution. Et puis quand ça arrive à son tour, il sent le froid du calibre contre son cou, et il a la présence d'esprit, parce que ça, il faut le reconnaître, c'est pas forcément très simple de le faire, de se retourner et tenter de négocier justement avec celui qui va mettre fin à ses jours. Et donc ce qu'il va lui dire, c'est que si en l'occurrence, s'il le tue, si le milicien décide de tuer mon père lui dit que vous allez faire une erreur. Pourquoi? Parce que je joue au poker avec votre colonel. Et le type lui répond, ferme ta gueule, je vais te buter. Et là, mon père lui dit, mais vous voyez bien que j'ai aucun pouvoir sur vous. D'ailleurs, si je vous ai menti ou trompé d'une manière ou d'une autre, vous pourrez vider votre chargeur dans mon crâne. C'est ce qui fait à ce moment-là, je dirais, germer un doute dans l'esprit du milicien, qui dit à son copain d'à côté, va appeler le colonel. Et mon père, il avait une mémoire extraordinaire. Et il connaissait même le numéro de téléphone du colonel. Donc il va le donner. Et puis 2 minutes plus tard, le milicien revient en disant libérez-le. Et donc ce jour-là, il y a eu 437 personnes exécutées. Il y a eu 3 survivants. Mon père, ma mère et moi. Voilà. Et donc voilà, mon père, la première fois qu'il m'a raconté cette histoire, donc j'étais jeune, j'avais 12 ans. Et il m'avait dit que tu verras, il y a des gens ordinaires qui peuvent faire parfois des choses extraordinaires. Et donc je m'en suis servi, je pense, de leitmotiv, et c'est ce qui a très certainement façonné et puis conduit le métier que j'ai pu faire par la suite. Tu penses que là, le mot, le verbe, le lien humain a tout fait basculer? Ouais, ça a été déterminant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pétries de certitude. Souvent, la personnalité peut se construire sur la radicalité des croyances. Il y a des gens qui ont des croyances qui sont très, très, très ancrées, très, très dures. Et limitantes. Et limitantes, dans bien des cas. Et ce qui peut changer les croyances, c'est l'incertitude. C'est comment je crée de l'incertitude chez des gens pour provoquer la prise de conscience chez eux. Et mon père, finalement, crée de l'incertitude quand il dit si tu fais ça, en l'occurrence, ton colonel va peut-être mal le prendre. Et donc c'est ce doute qui est lié à l'incertitude qui fait qu'à ce moment-là, le milicien n'est pas capable de contrôler son destin et ne saura pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui est déterminant pour la suite. Donc les mots sont déterminants. Quand tu as 12 ans, il t'a raconté cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, même inconsciemment? Est-ce que ça a donné une impulsion à l'homme que tu es devenu aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a eu un déclic, ça c'est sûr. Parce que notamment quand on est jeune, on a besoin de modèles inspirants. Alors mon père était quelqu'un de brillant, il faut le reconnaître. Alors je ne dis pas ça parce que je suis son fils, même s'il a une vie tellement compliquée que je souhaite à personne d'ailleurs, parce que
Ça n'a jamais été très très simple. Mais oui, quand on est jeune, ce type de phrase, en fait, c'est un peu aiguillonner quelque chose en nous. Et je pense que c'est ça qui m'a suivi. Voilà, ça a dû faire un déclic à un moment donné. Et je pense qu'il s'est révélé par la suite, notamment quand j'ai épousé une carrière de négociateur. Et là, à ce moment-là, on fait le lien. Mais quand on est trop jeune, on ne réalise pas forcément. En tous les cas, soit on va du côté de la victime, C'est ça. de l'opprimé, C'est ça, ouais. soit on se dit, je peux sortir Exactement. de cette position-là. Qu'est-ce qui t'a fait pencher de toi pour la deuxième option? Oui, alors ça c'est un très très bon point. Notamment quand on a connu la guerre, c'est vrai qu'on peut basculer facilement dans la psychopathie. Voilà, pour se préserver, donc on devient finalement étanche aux émotions, enfin notamment à l'empathie, et puis à la culpabilité ou au remords, et on fait preuve de froideur émotionnelle, ou bien soit on bascule dans la sympathie, ou bien finalement on souffre par moments d'embrasement psychologique parce qu'on est très très, voire trop sensible aux émotions des autres. Alors, moi, la première option, ça n'a jamais été une alternative possible parce que, évidemment, j'ai eu une éducation, notamment de ma mère, hyper stricte, qui fait que je ne pense pas qu'il y avait de la place pour ça. Ce qui est important, c'est que je pense que je suis resté très sensible aux émotions des autres et ce qui m'a permis aussi d'en jouer également par la suite. Donc oui, ce contexte de guerre est déterminant, mais pour moi, ce qui est encore plus déterminant, c'est l'éducation que vous allez recevoir. Et mon père était assez absent, pour rien te cacher, parce qu'il voyageait beaucoup, il avait un métier un peu compliqué. Mais ma mère très 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 présente et elle voulait absolument nous préserver. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence, que je suis resté du côté, on va dire, éclairé de la force, et non pas du côté obscur. Et tu en as aussi fait une force dans ce que tu allais devenir en faisant le choix de devenir négociateur. Tu as fondé cette société dans laquelle nous sommes. On est dans une salle de crise, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est là où tout se passe, hein, quand ça part en vrille. Quand ça part en vrille, voilà. Porte capitonnée, donc Ouais. on est dans les lieux. Mais là, ça va être cool, hein, je pense. Ah oui, Okay. oui, il n'y a pas de raison, sauf si je suis séquestré. Mais voilà. Tu formes 2000 personnes par an également à la négociation. Avec les équipes. Voilà, que tu as donc fondé en 2013, une trentaine de personnes. Consultant pour les Nations Unies également. Des centaines de négociations à ton actif. Ça va des crises sociales aux extorsions de fonds, kidnapping, des histoires d'ailleurs qui touchent, c'est ça qui est intéressant, tous les milieux sociaux, culturels, hein, que ce soit des avocats, des gourous de sectes, etc., des diplomates aussi. Est-ce que, très brièvement, il y en a une qui t'a marqué, s'il y a un visage que tu as gardé d'une négociation? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Je fais une trentaine de négociations par an. Mais comme tu parles de visage, tu vois, tout de suite, ça fait remonter quelque chose. Oui, c'est l'enfant à Kaboul, en Afghanistan, qui avait été kidnappé, enlevé, torturé, avec une demande de rançon de 1,7 million de dollars. Tu en parles d'ailleurs, c'est la première histoire. C'est la première histoire. Et elle m'a marqué, pourquoi? Parce que quand je suis sollicité dans le cadre de ce kidnapping, en fait, tu es obligé de savoir à qui tu vas avoir affaire. Et l'enfant est torturé, et donc pour ça, je dois regarder 4 vidéos de 20 minutes chacune de torture. Et ça a été hyper compliqué, parce que même si j'ai vu des choses sales dans ma vie, très sales, dès lors que vous êtes sur de la souffrance d'enfant, c'est hyper compliqué. Donc j'ai dû, on va dire ça, ingurgiter, je pense que c'est le terme. Voilà. Donc c'est 80 minutes de torture avec ces cris mais atroces. D'impuissance. Ouais, d'impuissance, voilà. Et donc normalement, évidemment, je ne regarde pas ça, parce que... mais je cherchais également des indices, même si le ravisseur ne va pas révéler son identité, mais pour comprendre véritablement où en fait je me situe. Donc là, c'est un enfant, ça se passe dans une cave, il est attaché par les pieds, il est torturé tous les jours. À Kaboul. Et à Kaboul, effectivement. Et donc, cette négo, elle m'a marquée parce qu'elle a été longue, elle a été très très difficile. Notamment, il y a eu des rebondissements qui m'ont déstabilisé dans le cours de la négociation, parce que finalement, en cours de négo, sans dévoiler toutes les histoires, j'apprends qui est le ravisseur. J'apprends en plus le lien qu'il entretient avec le père. Ouais, le père. Et je me dis, mais comment c'est possible d'apprendre ça en cours de négo? Et le père ne me le donne pas. Voilà. Et donc oui, même si l'enfant va sortir au bout de plus d'1 an, voilà, avec ce qu'il en reste, hein, physiquement il est en vie, psychologiquement il est détruit. Ça, c'est une négo qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Et elle était très très difficile parce que on va dire c'est comme un film américain, parce que le ravisseur t'envoie des textos en disant aujourd'hui, je les ai gardés en plus, hein, tous les textos. Aujourd'hui, je coupe quoi? Un orteil ou un doigt? Et
donc le type a dû très certainement voir trop de films américains. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour rigoler parce qu'il faut gérer ça. Et il y a un vrai enfant. Ah oui, il y a un vrai enfant. Il y a un torturé. vrai enfant qui est torturé. Donc tout ça, oui, si on parle de visage, d'une négo, celle-ci, elle m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'était pas la plus difficile de ma vie, c'était une extorsion qui était très certainement la plus difficile de ma vie, mais en termes de kidnap, le fait de voir un enfant souffrir, avec cette épée Damoclès qui plane au-dessus de votre tête, hein. Quand je dis vous, c'est pas pour toi, hein, ça pourrait arriver à tout le monde. Bien sûr. Évidemment, vous avez sur vos épaules un enjeu qui est monstrueux. Et en fait, souvent on dit en négociation que la performance n'est pas négociable. Et donc oui, on donne le meilleur de nous-mêmes, mais c'est pas pour autant, en l'occurrence, qu'on va réussir. Donc oui, c'est jamais très simple tout ça. Pourquoi tu fais ça? En quoi là, Marwan, fort de cette enfance, fort de cette vision que tu as eue dès les premiers jours de ta vie, en quoi ce petit garçon-là a résonné en toi, celui qui était en train de se faire torturer, et en quoi tu penses que tu lui as été utile? Ouais. Alors, je vais être hyper transparente avec toi. Je pense que, sans faire de psychologie de comptoir, je pense que j'ai une faille narcissique en moi. Sauveur? Ouais, peut-être. Mon père a rarement été présent pendant mon enfance et puis après, pendant que j'étais adulte. Je l'ai perdu de vue pendant aussi des années. Oui. Et je pense que le fait de me sentir utile pour les autres, on va dire, comble peut-être ce qui m'a manqué. Et donc si je peux par moment l'offrir aux autres, c'est pour ça que je fais peut-être ce métier, je ne vais pas dire que c'est de la réparation, mais quelque part c'est ce qui me pousse à aller de l'avant. Donc oui, je pense que cet enfant, peut-être finalement, il a résonné en moi avec ce que j'avais pu vivre plus tôt. Donc oui, je fais aussi ce métier-là parce que j'ai le sentiment d'être utile pour les autres. Ouais, voilà. Et je pense que c'est un des premiers drivers. Les épreuves de vie nous permettent de nous rendre compte des ressources qu'on a au fond du bide, qu'on n'a pas forcément appliquées et qu'on applique à un moment donné parce qu'on a trouvé son chemin et on a trouvé sa voie. Ouais. Ouais, ça c'est un vrai point. Alors, je dis souvent que c'est dans l'adversité qu'on reconnaît la véritable personnalité des gens, parce que c'est finalement assez facile de donner des leçons la bouche pleine, voilà. Tant que finalement vous n'êtes pas impliqué là-dedans, c'est très très simple. C'est quand tout s'effondre, vous regardez qui reste. Hein. C'est le principe d'un divorce. Hein. Vos amis, vous les comptez sur les doigts de la main après. Ouais. Et je pense que oui, ces épreuves en fait, elle nous pousse à transcender notre condition, à mobiliser nos dernières ressources pour trouver de l'espoir. Et c'est là, à ce moment-là, où vous pouvez finalement évaluer qui vous êtes, voilà, si vous avez les compétences pour, et puis et après pour voir si vous pouvez continuer d'embrasser ce métier. Donc oui, ouais, il faut tomber très très bas pour voir si on est capable de remonter. Oh oui. Ouais. Il y a de l'émotion là. Ouais, tu vois un peu, parce que c'est très simple. Ouais, c'est ça aussi l'empathie, c'est souffrir avec. Ouais. Mais ne pas tomber. Exactement, pour éviter de basculer dans la sympathie. Exactement. L'empathie, c'est de percevoir ce que l'autre peut ressentir, mais sans ressentir vous-même l'émotion. Parce que si vous la ressentez, vous basculez par phénomène de contagion émotionnelle, vous basculez dans la sympathie, ce qui veut dire que vous ne comprenez plus, mais vous cautionnez. Et là, c'est compliqué. Ouais. Nous, notre job, c'est de rester empathique et non pas sympathique. On va y revenir. On devient comment négociateur? Parce que c'est bien beau d'avoir vécu un drame pareil, mais n'empêche qu'il y a du boulot. On connaît les négociateurs généralement affiliés aux unités d'élite, GIGN, RAID. On connaît moins les négociateurs professionnels, donc en civil plutôt. Tu as passé un bac? Oui, tout à fait, oui. Bac B à l'époque, économie. Voilà. Et puis ensuite, Sorbonne, c'est ça? Avec quel type d'études? Alors, j'ai fait à Sorbonne en civilisation étrangère et commerce international. Et commerce, très bien. Exactement. Et tu t'es baigné de vidéos, notamment sur les infanticides, des formations comme ça. Tu as beaucoup regardé ça. Pourquoi, en fait? Alors évidemment, je ne prends pas de plaisir à regarder des infanticides. Pourquoi? Parce qu'après mon bac,
moi je suis allé aux États-Unis chez mon oncle en Oregon. Et en fait, il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué. Donc j'étais jeune, parce que j'avais même pas 18 ans. Je regardais la télé, et puis tout d'un coup, on voit un flash d'actualité qui crève l'écran. Ouais. Et on voit une maman en train d'implorer son ravisseur qui lui aurait kidnappé, qui lui aurait enlevé ses 2 enfants. Donc qui avaient 3 ans et 14 mois. Voilà. Et donc voilà, pendant 9 jours, elle va faire pleurer les États-Unis en implorant son ravisseur de lui ramener ses enfants sains et saufs. Et en fait, quand je vais la regarder, je vais me tourner vers mon oncle et je vais lui dire « Wallah, mais quelle menteuse !» Et là, mon oncle, il va me foudroyer du regard et il me dit « Mais vous, les Français, vous êtes tous les mêmes, pense à cette pauvre femme qui a perdu ses enfants. » Du coup, je me fais tout petit, voilà, évidemment, et je m'excuse. Sauf que 9 jours plus tard, l'actualité me donnera raison. Et donc, ça a été également un déclic pour moi, en me disant, mais finalement, c'était très intuitif, qu'est-ce qui a pu faire que j'ai pu peut-être comprendre cette personne au-delà des mots. Et donc, je me suis intéressé au sujet, j'ai joué au poker, mon père m'interdisait de jouer au poker, lui c'est un grand joueur de poker. Pourquoi ? Parce que mon grand-père a été assassiné pour dette de jeu. Et donc, il a toujours refusé que je joue au poker, et évidemment, j'ai fait tout l'inverse. et donc, je me suis intéressé effectivement au bluff, au poker, après à la triche. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur le comportement humain. Et après, j'ai manipulé les cartes. Donc, je manipule les cartes depuis 25 ans. La magie aussi. Ouais, alors je commençais par la magie et après, je me suis orienté vers la triche qui n'a absolument rien à voir. Et après, j'ai protégé des casinos, des cercles de jeux clandestins notamment, pour les aider à se protéger des tricheurs professionnels. Et là, j'ai beaucoup travaillé sur le comportement humain. Donc, regardez, analyser à travers des vidéos de mensonges. Par exemple, tu fais référence à cette maman qui finalement a menti. Ouais. L'affaire Daval, que tout le monde connaît, ouais. Qui avait défrayé la chronique à l'époque. Donc cet homme qui avait pleuré la disparition de sa femme. Est-ce que toi, en le voyant à la télé, tu savais qu'il mentait ? Alors, je ne savais pas forcément qu'il mentait, mais je peux t'en parler parce que c'est marrant, je suis en train d'écrire sur ce sujet-là, dans la nouvelle édition d'un autre ouvrage où je parle de cette affaire-là. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'animais une formation sur la détection du mensonge et les participants me sollicitent en me disant Marwan, donc il me tutoyait, qu'est-ce que tu penses de Jonathan Daval ? Et donc, du coup, quand j'ai regardé la vidéo, je leur ai dit l'émotion, elle est simulée. Pourquoi ? Parce que la tristesse, c'est 3 muscles qui sont activés sur le visage. Considère qu'il y a 45 muscles sur ton visage qui te permettent de modéliser plus de 10 000 expressions faciales différentes. Mais il existe 7 expressions d'émotions universelles. La peur, la colère, le mépris, le dégoût, la joie, la tristesse et tout ça. Et en fait, comment se traduit la tristesse ? C'est simple, c'est le muscle 1, le muscle 4 et le muscle 15. Voilà. Donc pour faire simple, les pointes internes des sourcils remontent, d'accord ? Voilà, ce qui va produire des rides au centre du front et les commissures des lèvres vont être tirées vers le bas et un affaissement global du visage. Et en fait, si je t'invite à regarder du coup Jonathan Daval, je la montre maintenant cette vidéo dans mes masterclass, c'est que quand tu le vois, il pleure, les pointes internes ne remontent pas. Okay ? Donc on sait que la tristesse est simulée. Pourquoi ? Parce que quand tu es réellement triste, c'est une expression d'émotion universelle, les pointes internes des sourcils remontent nécessairement. Même des tribus papous en Nouvelle-Guinée, on les a observées, c'est exactement la même chose. Et donc, je voyais que l'émotion qu'il affichait n'était pas forcément l'émotion qu'il ressentait. Donc la tristesse était simulée. Donc c'est là-dessus que je me suis engagé auprès des participants en disant, voilà, je vois que la tristesse est simulée. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il a tué sa femme. Parce qu'encore une fois, moi j'ai vécu des cas où les gens mentaient sur l'émotion, mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient tué leur conjoint. Et donc ça, c'est le travail évidemment des enquêteurs. Donc moi, je ne vais pas rentrer évidemment à ce niveau-là. Mais je pouvais voir que l'émotion était simulée. Donc il y a beaucoup de travail d'analyse tout à fait, pour apprendre également le corps humain, les muscles, etc. Ouais. Donc il y a une vraie approche, dire, corporelle. Et scientifique, oui. C'est ça. On va jouer à un petit jeu. Est-ce que toi, tu es capable, par exemple, parmi les 3 personnes qui sont là, donc Franck, Ibo ou Camille, qui est celui potentiellement qui pourrait mentir le plus facilement ? Est-ce que toi, tu arrives à voir comme ça, quand tu regardes un visage, qu'est-ce que tu vois en fait ? Alors en fait, ça c'est presque impossible à voir. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que je puisse au moins passer 5-10 minutes avec eux pour établir leur baseline. C'est-à-dire leur comportement de base dans une situation dénuée de stress. Okay. Principe d'un interrogatoire ou d'une négo, on parlera de tout, sauf de sujets incriminants, et je les ferai parler d'eux. Les gens adorent parler d'eux, donc il faut juste remettre des pièces au compteur. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, le fait, quand ils vont me parler, je vais enregistrer pas mal de choses au niveau du verbal, du paraverbal et du non-verbal. Okay ? Donc ça ne va rien me donner en soi, ça va simplement me donner leur comportement habituel. Okay ?
ils n'auront pas de prédisposition à mentir ou ce genre de choses. Ça. Encore une fois, ça pour le coup, ce serait du charlatanisme. Maintenant, sur des sujets impliquants, voilà, je vais leur faire passer un tout petit interrogatoire. Si je vois des écarts par rapport à leur baseline, donc du coup, je vais creuser en conséquence parce que ce seront évidemment des indices de tromperie potentiels pour moi. Ouais, vous avez eu les pétaches là. Et là, par exemple, si moi je te donne 3 assertions avec une vérité, est-ce que si moi je te l'ai dit là, tu es capable de voir quelque chose? Ce sera presque impossible, tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. En fait, pour détecter le mensonge, il faut qu'il y ait un enjeu. Ouais. Sans enjeu, c'est presque impossible. Si je te dis par exemple, voilà, tu as un beau haut, voilà, ce sera impossible que tu saches si j'ai la vérité ou pas. En fait, donc si je te dis que j'ai 23 ans, ouais. Est-ce que j'ai bougé quelque chose? Non, mais tu l'as fait par contre. C'est ça. Ah, bonne réponse. J'adore les négociateurs. Mais c'est vrai qu'en fait, l'enjeu est déterminant. Ah, c'est ça. Et parce que, encore une fois, et c'est le principe aussi, par exemple, du poker. Le poker, c'est un jeu de psychologie, de bluff, d'argent. Mais si on joue des allumettes, on a autant de chances de gagner l'un que l'autre. Maintenant, si on avance chacun, on va dire 20 ou 30 000 $, mes chances peut-être de gagner vont augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'enjeu. Et un enjeu, c'est quoi? C'est une perte potentielle ou un gain potentiel pour quelqu'un. Alors, le problème, c'est que moi, je ne mens jamais. Donc, évidemment, et l'équipe non Alors, plus. Donc, très bien. Voilà. Alors, les études scientifiques montrent qu'on ment entre 2 et 20 fois par jour. Par jour? Ouais. Ah ben, je te demande, est-ce que ça va? Même si ça ne va pas, tu me diras oui. La plupart sont des mensonges blancs, mais ils restent acceptables. Et ils font partie du tissu social. Ou des oublis, on ne dit pas tout. Exactement, l'omission. L'omission, c'est acceptable. Voilà. On a appris quelque chose, hein. Génial. On va revenir justement sur le comportement, la gestuelle. Tu parles, alors pour les profanes que nous sommes, tu parles du verbal, du paraverbal et du non-verbal. Ouais, le verbal, ok. La parole. Ouais, le paraverbal, c'est quoi? C'est tout ce qui donne du relief au discours, la prosodie, la hauteur tonale, le volume vocal, les pauses, les silences, la latence, le temps de réponse. Voilà, tout ce qui va, encore une fois, donner du relief à ce qu'on peut dire, ce qui nous différencie finalement des machines. Si je n'avais pas de paraverbal, je parlerais comme ça. Je m'appelle Marwan. C'est ça. Voilà. Et le paraverbal fait qu'il y a de la mélodie dans notre discours. Et ça donne du sens, ça dit quelque chose. Et ça donne du sens, ça dit beaucoup de choses, effectivement. C'est pas simple à analyser, mais ça dit beaucoup de choses. Et le non-verbal? Et le non-verbal, c'est tout ce qui est expression faciale, réponse neurophysiologique, et puis tout ce qui est gestuel. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se présente devant un potentiel patron? Ouais. On dit toujours qu'il ne faut pas forcément croiser les jambes, il ne faut pas jouer avec ses mains, il ne faut pas se mettre une main dans les cheveux parce que ça dit quelque chose. Il y a une gestuelle à appliquer pour effectivement être le plus ouvert et attirant possible. Ouais. Alors c'est un bon point. Alors ce qu'il faut avoir en tête déjà, c'est que la gestuelle, elle ne veut rien dire. En fait, tout ce qui est, tu sais, body language que tu retrouves partout. Le langage du corps. Ouais, voilà, 95% de ce que tu trouves sur Internet, sur les sujets ou dans les bouquins, ne repose sur rien. Genre, il a les bras croisés sur la défensive, tout ça, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai souvent les bras croisés parce que je ne sais pas comment les occuper. Ouais. Donc, la gestuelle en elle-même ne veut rien dire. Nous, on s'attarde sur quoi? Sur les notions de congruence ou d'asynchronisme. Bon, donc, ce qui est important, encore une fois, quand on veut passer un entretien et se mettre dans les meilleures dispositions, c'est d'être congruent. Congruent, ça veut dire quoi? Donc il faut qu'il y ait adéquation entre ce qu'on peut dire et ce que notre corps va exprimer à son insu. Okay? Donc regarde, je te montre de la congruence. Si je te dis par exemple, je suis hyper content de te voir, tu vas voir, c'est assez congruent. Mon torse se tourne vers toi. Alors mes jambes, elles bloquent contre le canapé, mais tu vois, c'est congruent. Maintenant, si je fais ça, je suis hyper content de te voir, tu vas me dire, mais Marwan, tu te fous de moi. Et tu n'aurais pas tort. Parce que là, on va considérer que c'est incongruent. Donc, même si les gestes ne veulent absolument rien dire, ce qui est important, c'est qu'effectivement, quand on passe un entretien, ce que les gens peuvent capter justement à leur insu, parce que ça c'est l'inconscient qui travaille sur le sujet, c'est l'incongruence qui peut exister. Et donc si par exemple le candidat prétexte beaucoup d'aisance, voilà, mais que son corps il tremble et tout ça, mais évidemment ce sera incongruent. Donc ce qui est important, c'est justement d'être congruent. Donc pour être congruent, c'est simple, hein, si votre interlocuteur il est en face de vous, le torse il est toujours exposé. Voilà. Les gens, quand ils sont mal à l'aise, ils inclinent le torse. Et ça, c'est issu de la phylogénèse, la science d'évolution des espèces. En fait, si tu veux, notre corps, il a peu évolué.
Voilà. Alors évidemment, tu vas me dire, oui, on avait plus de poils avant, ce genre de choses, mais finalement, le contexte a évolué, mais nos réactions restent à peu près les mêmes. Et le torse, sous le torse, en fait, sous la colonne vertébrale, il y a nos principaux organes vitaux. Et tu le vois, en fait, dès lors que les gens sont mal à l'aise, en fait, voilà, ils se protègent, ce qui est naturel, et ça, c'est génétiquement ancré en nous, on le sait. Et quand les gens sont à l'aise, ils exposent le torse. Et c'est le principe du combat. Si quand tu te bats, tu exposes jamais ton torse, tu te mets sur le côté, notamment pour le protéger. Donc, il y a des gens, quelquefois, je sens de l'inconfort chez cette personne, et souvent, ils ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils peuvent ressentir. En fait, c'est que le torse s'est incliné, ce qui montre qu'il y a peut-être un inconfort particulier. Donc, pour pas que la personne perçoive ça, il faut qu'il y ait une congruence parfaite, les pieds pointent en avant, le torse également, et puis le sourire est universellement reconnu, voilà, même les tribus pygmées reconnaissent le sourire. Donc du coup, il faut l'afficher, voilà, un sourire léger, ce qu'on appelle un sourire social, voilà. Et puis quelquefois des bras ou des mains ce qu'on appelle les illustrants, qui peuvent accompagner le discours. Ça veut dire que c'est un langage qui s'apprend. Quelle est la place de l'individu dans son naturel et la place de l'apprentissage et du savoir-être? Oui, alors ça c'est un très très bon point. Et ça c'est un point qui est soulevé notamment en égo. La négociation, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas un soft skill. C'est-à-dire ? C'est pas une compétence douce comme la bienveillance, le respect, la communication, tout ça. C'est un hard skill, une compétence dure, au même titre que les maths, le droit, la philosophie, l'économie. Ok, dis-toi bien que pourquoi certains réussissent quand d'autres échouent, c'est pas les mecs les plus chanceux au monde. C'est pour ça que la négociation est un métier d'expérience, mais surtout d'expertise. La négociation, c'est très difficile. Et quand je forme en négociation, quel que soit le niveau, en fait, je déconstruis généralement des acquis qui ne sont pas forcément les bons, parce qu'on retrouve pas mal d'erreurs. Et il faut reconstruire tout ça. Et souvent, ils me disent, mais Marwan, c'est hyper mécanique. Je leur dis, ah ben oui, c'est normal, parce qu'on casse tout et on reconstruit. Et je leur dis, au départ, ça se voit que c'est mécanique, mais il faut rajouter un vernis énorme de spontanéité. Mais au départ, c'est compliqué de devoir faire les deux. C'est comme d'apprendre une nouvelle langue. Tu vois, c'est toujours un peu hésitant. Ou quand tu apprends à conduire, au départ, tu dois te concentrer. Et donc, on le sait, il y a un temps d'apprentissage qui va faire que malheureusement, la spontanéité, le naturel, on va mettre un peu de côté. Et dès lors qu'on va développer une expertise particulière, que ce soit sur la détection du mensonge ou la négociation, c'est le vernis, voilà, la spontanéité qui va reprendre l'ascendant, ce qui va cacher la technique. Ce qui veut dire que vos interlocuteurs ne vont plus le voir. Au départ, ils vont le voir, parce que c'est un peu mécanique. Et après, avec le temps, la spontanéité va faire son œuvre. On ne se perd pas un peu, on ne se ment pas par rapport à celui ou celle que l'on est intérieurement? Alors non, si je peux me permettre, parce que, encore une fois, ce qui est important, c'est est-ce qu'on décide d'acquérir cette expertise particulière pour un intérêt supérieur? Et donc, la négociation, on négocie tous au quotidien, quelle que soit la situation. À partir du moment où on considère que c'est une compétence nécessaire, qui nécessite un niveau d'expertise particulier, voilà, si je décide de m'investir dessus, c'est pas pour autant que je m'oublie. C'est sûr que la spontanéité, on va peut-être la mettre un peu de côté, parce qu'on a besoin d'avoir des fondations hyper solides, voilà. Mais après, l'habillage qu'on va faire par la suite, c'est nous. Voilà, donc on ne s'oublie pas. Moi, pour faire ce métier depuis 25 ans, est-ce que je me suis mépris, fourvoyé? Alors évidemment, on se trompe par moment, mais est-ce que j'ai oublié qui j'étais? Jamais. Parce qu'encore une fois, quand vous trichez, ça se voit que vous le vouliez ou non. Parce qu'en fait, on va vous dire, non mais attends, pourquoi tu réagis comme ça là-dessus? Ça n'a rien à voir avec toi. Et là, tu vas dire, non, mais en fait, c'est que tu puises finalement dans des techniques qui sont en inadéquation totale avec ce que tu peux être et les gens peuvent le voir. Donc en fait, non, on ne s'oublie pas. Ça consolide juste les fondations. En revanche, est-ce que toi, et je te demande d'être honnête, quand tu rentres à la maison, est-ce que tu t'es déjà fait avoir par tes enfants? Ah ben oui. Puisque le spécialiste là, qui voit le mensonge à 10 mètres, j'imagine que tu en as à la maison qui... Ah oui, bien sûr, évidemment. Et tu tombes dans le panneau. Ah ben oui. Et puis en négo, c'est pareil. Les négociations les plus difficiles au monde, c'est avec vos enfants. Et moi, je suis, je pense, un des plus mauvais négociateurs du monde avec mes enfants, parce qu'il y a de l'affect, et ce qui brouille notre lucidité. Et sur le mensonge, c'est pareil. Mais c'est vrai que quand tu es particulièrement touché, c'est toujours plus compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a rien de pire que de négocier face à quelqu'un que tu adores. Alors après, pour rien te cacher, quand il se passe quelque chose, quelquefois je passe en machine de guerre. Voilà, je te donne un exemple très simple, c'est qu'un jour je rentre et je vois qu'il y a du Nutella sur le canapé, voilà. Et donc je regarde, j'ai 3 enfants,
Mais le dernier n'était pas né à l'époque et je demande à mes 2 enfants, donc un garçon et une fille, et je leur dis du coup qui a fait ça. Et là, chacun dit pas moi. Je fais ok, d'accord. Donc du coup là je passe en machine de guerre parce que j'ai envie de le comprendre. Donc je vais les isoler chacun dans une pièce. Voilà. Alors écoutez là les parents, comment on fait du coup dans ces cas-là? Alors évidemment ce que je fais c'est hyper bienveillant évidemment, mais je vais les isoler chacun dans une pièce pour pas qu'ils puissent communiquer. Et je vais leur poser une question un peu piège. Voilà. Pourquoi ? Parce que à force, ça fait plus de 26 ans que je travaille sur le mensonge, il faut que je connaisse quelques petits trucs. Donc je pose la même question à chacun des deux. Je dis, à ton avis, qu'est-ce que mérite celui qui a fait ça ? Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Les coupables ont tendance à minorer la peine. Et donc, si jamais je me fais avoir. Effectivement. Et donc, l'un des deux a dit pas grand-chose, privé de dessert ce soir. Et l'autre a répondu privé de sortie pendant 1 mois. Je suis ok, d'accord. Donc c'est celui qui a dit privé de dessert ce soir. Voilà, c'est comme ça que j'ai chopé. Parce que voilà, on a tendance à minorer notre peine. Quelle est ta plus grande qualité pour faire ce job-là ? Moi, je pense que j'ai une très forte appétence au conflit et qui a la chance d'être, on va dire, adjointe plutôt une bonne maîtrise émotionnelle et une bonne gestion du stress. Ma maman, pour rien te cacher, m'a toujours appelé Pinson. Ouais, parce que c'est vrai que je pense que j'ai jamais été un seul jour de ma vie de mauvaise humeur. Et c'est vrai que je chante un peu tout le temps, voilà. Ah oui. Et en fait, c'est ce qui et même sur des sujets qui sont hyper graves, et elle me le dit souvent, ma mère, elle dit, mais comment tu peux prendre autant de recul là-dessus ? Et je lui dis, maman, mais t'as connu la guerre, il y a toujours pire. C'est ce que j'appelle l'implication juste, voilà. Ce qui me permet de maintenir une bonne lucidité. Et le défaut dont tu es conscient ? C'est vrai que je suis très empathique et le risque c'est que par moments je bascule dans la sympathie. Voilà, parce que notamment quand il y a des enfants qui peuvent souffrir, tout ça. Et le risque, c'est que je perds en lucidité. Et c'est le risque en fait pour tous ceux qui ont un niveau d'empathie assez élevé. C'est que par moments ils peuvent basculer à leur insu. Donc oui, je dois toujours faire attention à ça. Et c'est pour ça que c'est important d'être toujours débriefé par quelqu'un d'extérieur. Ton mot préféré ? Mon mot préféré ? Oui. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Tu vas y penser Okay. maintenant, tout de suite. Je dirais joie. Les gens qui se plaignent tout le temps, ça me gonfle. Voilà. Oui, Donc, ouais. Voilà. Celui que tu détestes. Les gens qui se plaignent. Voilà, plainte. Voilà, on va dire ça. C'est marrant, on va jamais poser ces questions-là. J'adore. Yes, mais c'est entre vous et moi, c'est ça. Hein. Ton gros mot préféré ? Je crois que c'est putain, ouais. Ta musique, ton chanteur préféré ? Ah oui, alors mon groupe plutôt préféré, de loin, c'est Dire Straits. Et Mark Knopfler, qui est pour moi le plus grand guitariste au monde, ça n'engage que moi évidemment. Exactement, c'est lui finalement qui m'a poussé à me mettre à la guitare. Donc oui, vraiment, si je parle de groupe, c'est Dire Straits. Si je parle d'un homme, c'est Bruce Springsteen. Ah, ouais, voilà. The boss. Si, avant de se quitter. Ah. Qu'est-ce qui ressort de cet entretien ? Alors les 3 mots qui me viennent à l'esprit, j'ai utilisé volontairement bienveillance, voilà, parce que j'avais le sentiment en aucun cas d'avoir été jugé ou quoi que ce soit. Le deuxième, c'était, je dirais, très informel. C'est ce que j'adore, voilà. On y va à l'arrache ou au talent, on appelle ça comme ouais, talent, voilà. Moi j'aime bien. Donc ouais, voilà, c'est le côté hyper informel et puis et le sourire. J'adore les gens qui sourient, donc du coup je me suis senti très très à l'aise. Voilà, les 3 mots. Ça me va. Bon, très bien, très Merci, bien. Merci à toi, merci beaucoup, merci beaucoup. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.